Va y aller. Bonjour à tous, je vous laisse vous présenter. Eh ben, c'est parti. Eh ben, écoutez, déjà, je vous dis également bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'animer cette session avec vous tous. Donc, moi, c'est Antoine. Je suis chez Conto depuis maintenant 2 ans. J'ai fêté mon Contoversary il n'y a pas longtemps. Et j'introduis également l'équipe va intervenir. Donc, il y aura Shunkai également, qui lui est encore plus ancien que moi chez Conto. Ça fait bientôt 2 ans et demi. Il se rapproche doucement des 3 ans. On est tous les deux du Customer Success et on a évolué sur la partie social media et ensuite sur les parties réputationnelles, donc sur la partie rating, ce qu'on appelle. Et je suis également accompagné de notre super chef Anaïs qui va vous répondre sur le chat directement si vous avez des questions pendant la présentation qui peuvent être répondues immédiatement. Et également Iman qui s'occupera de la partie questions-réponses également. Donc, commençons, si vous le voulez bien. Comment répondre à un avis négatif de manière efficace? Une petite chose juste avant, on va présenter rapidement Conto pour éventuellement ceux qui ne connaissent peu ou pas. Donc voilà, Conto, en quelques mots, c'est 4 ans bientôt. En juillet, on fêtera notre 4e anniversaire. Solution bancaire uniquement B2B, donc les comptes pro uniquement. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 4 pays en Europe. Donc, en plus de la France, c'est l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. On a annoncé récemment 150 000 clients au sein de Conto et c'est en tout cas une très très belle progression. On est fiers de ça. On va organiser du coup cette session en 4 grands modules, on va dire. Je vais m'occuper notamment de définir voilà, qu'est-ce qu'on entend par commentaire négatif, ce que ça va inclure et comment on va le percevoir, en tout cas chez Conto, sur cette partie, voilà, le retour client lui-même. Ensuite, on verra un traitement accompagné par étapes. On va décomposer simplement cette partie analyse et ce sera plutôt sur du partie social media. Ensuite, ça sera Shunkai qui va analyser, lui, la partie comment on analyse en profondeur, comment on fait du traitement, et notamment sur la partie rating. Et enfin, on fera du coup la partie questions-réponses tous ensemble. Et là, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Donc, rentrons dans le dur. La première partie, du coup, comment répondre à un message négatif client. Donc, déjà dans la problématique, on voit qu'il y a la question de comment répondre, il y a la partie le message négatif en lui-même et le fait que c'est un client qui est concerné par cette remontée et qui nous partage un ressenti. J'aime bien, en tout cas, nous, on aime bien chez Conto voir 3 dimensions et pas oublier du coup déjà de voir le client. Et quand on voit le client, on se dit, il faut se mettre aussi à sa place. On est tous clients à un moment donné dans nos vies ou à des moments de la journée. Et c'est toujours intéressant de voir que si on calque un peu cette pyramide de Maslow sur nos clients, on pourra identifier en tout cas 3 niveaux. Le premier niveau sera d'abord, on va dire, l'attente en elle-même. On souscrit un service, on achète un produit, on a des attentes et ça va en tout cas générer ce qu'on appelle la satisfaction, si le produit effectivement correspond bien à cette attente qu'on avait avant à l'acte d'achat. Ensuite, on va passer au niveau supérieur, on va dire que c'est la partie souhait. Et quand on parle de souhait, c'est l'engagement, c'est d'une certaine manière déjà une sorte de réussite aussi derrière et considérer que parfois le produit qu'on va acheter, la solution qu'on va justement prendre pour nous accompagner dans du pro, en tout cas chez Conto, elle doit nous apporter quelque chose et potentiellement elle peut nous apporter un peu plus. Elle peut nous accompagner vers de la réussite, vers du succès, de la reconnaissance de notre entourage, de nos collègues. Et donc, c'est déjà cette partie-là un peu supérieure et dont on sait qu'elle est déjà assez forte et que c'est quelque chose qu'évidemment, on essaye d'atteindre évidemment tout le temps. Enfin, il y a la dernière partie. C'est la plus dure, en tout cas pour nous clients, parce que c'est ce qu'on appelle le besoin non identifié. Aujourd'hui, si on se pose la question par rapport à un service ou un produit de ce qu'on attendrait en plus, souvent, on ne saura pas vraiment dire ce qu'on attend en plus. On sait qu'on serait potentiellement à l'écoute de quelque chose de supérieur à ce qu'on attendait initialement, mais c'est difficile de l'identifier. Néanmoins, c'est la plus importante parce que c'est là où on va générer de l'émotionnel. D'une certaine manière, si on arrive à bluffer le client, à être surpris par quelque chose, on a ce qu'on appelle chez Conto le wow effect, c'est-à-dire qu'on est dans l'émotionnel et on devient fan, on devient promoteur de la solution et c'est justement ce qu'on veut tous quand effectivement on essaie de pousser un produit, de lancer un service ou quoi que ce soit, c'est d'arriver à ce dernier niveau parce que c'est là où on va recréer la proximité la plus forte avec nos clients. Ensuite, il y a la partie situationnelle. Donc ça, on va dire, on va tous la comprendre. C'est bien comprendre la situation du client de sa façon complète, l'identification de la cause racine,
à quoi a été dû ce problème, sentiment négatif qui a émergé chez le client, qui lui a poussé à venir vers nous, le dire et éventuellement nous mettre une note négative sur une plateforme sur laquelle on est référencé. Ensuite, il y a toute la partie méthode de résolution, ce que va aborder Sunkai, c'est-à-dire comment on va creuser et comment surtout on va faire en sorte qu'on puisse corriger ceci, à la fois pour le client, mais peut-être pour nous-mêmes, parce qu'il y a peut-être un couac quelque part dans nos opérations ou sur notre produit. Enfin, c'est la solution native ou éventuellement de contournement. Toujours être force de proposition dans une solution et la plus positive que possible pour le client pour vraiment résoudre son problème dans l'intégralité. Et enfin, la réponse, elle va devoir incarner tout ça. Donc, à la fois s'adresser au client et s'adresser pour proposer cette solution. Donc, on a plusieurs canaux de communication. Il faudra bien sûr tenir compte à chaque fois de dire est-ce que c'est un canal public, privé, éventuellement on est sur les deux, puisqu'il est à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois il nous a envoyé un mail à notre service client. Et enfin, le qui, le quand, c'est toujours quand on s'organise au niveau Customer Success, est-ce qu'il y a une équipe dédiée qui va suivre les réseaux? Est-ce que c'est la même équipe qui va également répondre aux mails, par exemple, sur les canaux réguliers? Et éventuellement, quel est le timing qu'on se donne? La réactivité qu'on souhaite et en même temps de dire, si on veut avoir la meilleure réponse, il faudra peut-être avoir creusé un tout petit peu en amont pour vraiment, on va dire, être dans le 100%, répondre à le remontée client. Et enfin, l'expression. On la veut positive parce qu'en tant que Customer Success, surtout si on est sur les réseaux sociaux ou qu'en tout cas on est sur le réputationnel, on représente notre marque. Et il faut donc du coup avoir en tout cas la parole la plus positive et la plus incarnante, on va dire, pour notre marque, pour que derrière le client, à la fois il considère que le service Customer Success a été au niveau, mais qu'en plus la marque derrière incarne des valeurs de résolution, de prise en compte de sa remontée. Et ça, c'est l'essentiel. Du coup, on aime bien voir chez Conto de dire, bon, il y a la partie pénalité, le message négatif, mais si on passe sur un peu plus loin, c'est l'opportunité. En fait, un client qui vient vers nous pour remonter quelque chose, il faut le voir des deux angles. C'est-à-dire, effectivement, il y a du négatif aujourd'hui, mais l'opportunité, c'est de ressortir de là avec cette satisfaction, cette appréciation de notre service, de son traitement, et éventuellement une solution qui réellement réponde à son besoin. Du coup, c'est l'émotionnel positif, la correction de ceci, que ce soit interne ou vis-à-vis du client, et enfin la communication qui impactera le client, mais comme on est potentiellement parfois sur les réseaux sociaux, qui impactera un public plus large, parce que quand vous répondez à quelqu'un sur Twitter, forcément, il a son réseau de followers qui va peut-être voir notre réponse, mais potentiellement des gens qui, avec le hashtag, avec le fait de suivre Conto, auront également la visibilité sur votre réponse. Et c'est là que c'est très important parce que du coup, vous êtes aussi dans la communication concrète. Enfin, il y a le rebond de satisfaction. Si on génère de l'appréciation, du wow effect justement, et c'est derrière la possibilité déjà qu'ils nous répondent à cette invective et à notre réponse avec du positif, c'est ce qu'on voudra évidemment, mais peut-être aussi qu'ils nous recommandent derrière. Et donc, on pourra gagner de la réputation, en tout cas avec un report de sa satisfaction sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de notation. Et enfin, la chose la plus importante quand on est dans ce cas de figure-là face à un client, c'est ce qu'on aime bien dire, c'est être courageux. Dans une certaine manière, parfois savoir assumer qu'on est dans l'erreur, parfois s'excuser le mieux possible au client si effectivement on a fait une erreur avec lui. Et ça sera essentiel pour reconstruire le dialogue avec lui. Donc évidemment, ce sont des points essentiels pour attaquer en tout cas une résolution et prendre en charge cette remontée négative. Voyons un petit cas pratique, qui est un cas réel chez Conto, qui date un petit peu, mais qui est tout à fait symbolique, va répondre vraiment à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui à tout moment sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un client qui effectivement nous a remonté un jour le fait que, est-ce qu'on trouvait ça normal, donc il nous pose la question, que nos cartes sont dites obsolètes et que ça oblige à payer pour en avoir des nouvelles normales. Et en soi, on voit en plus qu'il a mis en tout cas une copie d'écran du mail du service client qui du coup met en avant quel a été le discours du service client quand il est revenu vers nous. Et là, on voit bien tout de suite que le client, il nous lâche pas, il nous met face à notre réalité et peut-être à nos erreurs et qu'il va falloir lui répondre de la meilleure façon. On va du coup un peu analyser ce cas, juste voir tout ce qu'il faut regarder. Donc on regarde d'abord la situation, le problème, comprendre un peu vraiment tout ce qui se passe.
L'impact pour lui, on comprend bien qu'il y a potentiellement déjà une frustration, une incompréhension et que même il nous tacle sur l'aspect bah, vous êtes innovant et en même temps vous me dites que vos cartes sont obsolètes. Donc il y a un problème aussi dans les mots utilisés. Et une dimension émotionnelle, évidemment, il est frustré, il ne comprend pas et il n'a pas envie de payer pour quelque chose qui lui semble être un dû. Donc ça, c'est effectivement déjà trois dimensions qu'on voit déjà émerger. Quand on regarde un petit peu plus en profondeur, donc on voit bien, il nous demande une expression sur l'opinion. Il nous met justement, il pointe des contradictions avec ce fameux hashtag Banque Nouvelle Génération. Et en soi, on peut noter également que dans le Customer Success, quand on lui a répondu, il y a un manque d'empathie parce qu'on est tout de suite dans la procédure et pas fondamentalement dans la compréhension de sa situation. Et là, c'est quelque chose qui est dommage parce que du coup, on a oublié, en tout cas quand on lui avait répondu par mail, cette dimension émotionnelle. L'impact pour lui, l'impact pour sa société, et puis la frustration administrative que de devoir éventuellement changer ses cartes. Quand on va un tout petit peu plus loin, on comprend aussi qu'il y a des frais, il y a une contrainte, et que cette contrainte est associée au coût que ça génère pour lui. Et enfin, ce qu'on appelle, nous, chez Conto, la tone of voice, c'est-à-dire la tonalité quand on s'adresse à lui, et les mots qu'on utilise, on voit déjà que le obsolète était quelque chose qui ne devait pas être utilisé, parce que déjà, ce n'était pas le cas, parce qu'effectivement, on avait changé de génération de cartes, mais ça ne les rendait pas pour autant obsolètes, et que du coup, on aurait dû préférer une autre expression pour, en tout cas, mettre des mots sur sa situation. Du coup, on voit qu'on va se poser les questions de résolution déjà. Le qui, dans quel délai. Donc là, par exemple, chez Conto, c'est l'équipe social media qui va effectivement prendre le cas, qui peut être également suivie par notre équipe communication parce qu'évidemment, elle va suivre les réseaux sociaux. Donc, il y a une synergie entre nos services. Et dans quel délai? On essaye de s'imposer un délai très court pour une réponse. Et dans son cas, ce n'est pas un problème trop complexe puisqu'il nous donne déjà les éléments et qu'on arrive à peu près à identifier le client, sa situation. Du coup, on sera sur un délai assez court. On essaiera d'être sur 15 minutes, allez, 30 minutes si vraiment on veut prendre le temps de fouiller un peu plus. Mais dans ce cas-là, en tout cas, ça ne sera pas un délai long. La deuxième chose, c'est voilà, il va falloir qu'on ait des mots qui puissent, et nos actions qui puissent rendre l'expérience utilisateur la meilleure, donc l'UX. Et effectivement, c'est derrière prouver au client, dans notre réponse, que nous avons bien cette obsession client que nous, en tout cas, nous verbalisons et qui nous définit vraiment dans notre ADN. Du coup, c'est ce qui va être la clé pour reconnecter avec le client, recréer ce dialogue et toujours penser à se mettre dans l'univers du client et pas contraindre le client à venir dans le nôtre. Par exemple, chez Conto, on essaye de ne pas être trop complexe quand on explique quelque chose des techniques. On considère que le client, il n'est pas spécialiste du service bancaire, il n'est pas spécialiste des opérations complexes qu'on peut voir dans le niveau bancaire. Du coup, c'est à nous de se mettre dans son univers. Et enfin, bien sûr, l'empathie et trouver justement cette possibilité de reconstruire un dialogue équilibré pour en tout cas agir en équipe avec le client. Et ça, c'est très important. Enfin, on parle bien sûr évidemment de toujours comment on se structure. On a des standards internes qui effectivement à la fois vont cadrer les opérations, les actions qu'on peut faire, mais également il y a la partie branding, le tone of voice qui définit en fait comment prend-on la parole avec les clients, entre nous et on va dire publiquement. Et ça, c'est essentiel parfois de savoir le définir. Ça va vous structurer, ça va permettre surtout que toutes les équipes seront bien alignées sur la façon de communiquer. Et du coup, on voit que c'est quelque chose de stratégique que d'avoir fait ceci en amont et de dérouler ce type d'outils, parce que ça va vous permettre justement de renforcer votre marque, de lui donner une image de marque claire et comprise par les clients, et surtout de faire en sorte, pour revenir à cette expérience utilisateur, qu'ils se sentent le mieux quand ils communiquent avec nous. Par exemple, dans les attentes, par rapport à ce client-là, ça sera respecter notre promesse d'innovation, reconnaître également notre erreur, peut-être faire bénéficier ce client d'une nouvelle carte, puisqu'effectivement, on comprend que son besoin est d'être toujours à dernier cri de ce que nous proposons. Et enfin, les besoins non identifiés qu'on pourrait voir pour reprendre cette pyramide de Maslow, c'est de dire que peut-être proactivement, du fait qu'on a eu quelques couacs, qu'on n'a pas été très bon dans la communication, proposer quelque chose au client qui soit le petit truc en plus, un petit geste pour le fidéliser encore plus, une prise en charge des frais de renouvellement, mais quelque chose qui valorise sa démarche et qui montre bien que
au-delà de le remettre dans une situation qui était celle attendue, on fait ce petit truc en plus et de façon proactive. Évidemment, c'est dommage d'attendre que le client revienne vers nous pour en faire la demande. Il vaut mieux être proactif sur ce cas-là. On marque des points dans ces cas-là. Enfin, du coup, la réponse. La réponse ici, c'est un exemple, il y en a plein, mais en tout cas, voilà, on s'adresse au client, on lui dit bonjour, et surtout, on commence tout de suite par, voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce message peu adapté. Votre carte n'est pas obsolète, nous avons simplement ajouté une nouvelle gamme. Nous venons d'initier un DM pour détailler ceci avec vous, du coup, message privé, et surtout pour vous accompagner dans ce changement. À très vite. Quand vous regardez le message, on l'a construit de la manière suivante. Tout de suite, les excuses. On corrige le mot malheureux utilisé par notre collègue pour tout de suite rétablir la vérité. Et ensuite, on lance la conversation en privé parce qu'on ne va pas donner, en tout cas en public, toute la résolution. Ça ne nous intéresse pas. Et puis, des informations sensibles pourraient être partagées avec le client, donc on va éviter. Mais évidemment, on montre surtout ce côté chaleureux et proactif de dire on a déjà lancé la communication sur un canal privé via Twitter et on vous dit à très vite. Comme vous voyez, c'est déjà, on essaie de construire cette reconnexion avec lui et surtout lui montrer que s'il vient vers nous, ben, on a une solution à lui proposer et c'est exactement ce qu'on veut. Derrière, effectivement, pour vous dire la fin de ce cas, le client a été ravi de notre prise en charge et de fait qu'on ait pu rétablir les choses, changer sa carte et le faire sans frais. Et derrière ça, c'est un client qui nous a derrière effectivement recommandé ou a réagi positivement sur les réseaux sociaux à la suite de ce cas. Donc on en fait en tout cas une sorte de win-win. Win pour le client parce que ça l'a rétabli, win pour nous parce que ça a fait finalement une sorte d'ambassadeur de la marque. Et ça, c'était une ambition qui était intéressante. Tout ça pour dire que, vous voyez déjà que rien que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à tirer et les opportunités, elles sont là. On va voir la partie rating et je vais donner la parole à Shunkai pour qu'il puisse vous présenter justement la partie réputationnelle sur la partie plateforme de notation et je lui donne la parole tout de suite. Ça marche, merci Antoine. Alors, je vais me présenter de nouveau. Je m'appelle Shunkai, j'ai rejoint l'aventure Conto il y a maintenant presque 3 ans. Et en fait, aujourd'hui, chez Conto, je suis en charge du suivi et de la résolution de problèmes euh, qui suivent justement les remontées négatives et positives sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de notation. Aujourd'hui, Conto est présent sur 2 plateformes de notation à proprement parler, donc à savoir Trustpilot ici et Google Business, et aussi sur les 2 plateformes de notation mobile, à savoir Google Play Store pour Android et Apple App Store pour les appareils sous iOS. Aujourd'hui, bien évidemment, comme l'a dit très bien souligné Antoine, on fait aussi un monitoring et un suivi des remontées négatives et positives, des demandes de services clients qui tomberaient sur Facebook et sur Twitter en public et en privé. Et bien évidemment, tout ça se recoupe étant donné que chez Conto, nous avons un service dédié qui s'occupe des remontées urgentes et non urgentes sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, l'escalade se fait parce qu'une remontée négative sur les réseaux sociaux peut se convertir en un rating, une notation négative, si celle-ci n'est pas gérée dans les temps ou avec des solutions rapides et concrètes. Alors, sur le bas de votre écran, vous voyez nos notes justement actuelles sur les plateformes de notation. Le but de garder des notes hautes étant de préserver une image de marque qui est de confiance. Donc effectivement, des avis positifs, des belles remontées, des beaux retours sur les plateformes de notation traduiront une belle qualité de service, un beau suivi au niveau du service client et bien évidemment inspireront confiance par rapport à des intéressés ou à des justement des gens qui auraient entendu parler du service en question par une publicité, par une communication dans la presse, etc. Donc bien évidemment, pour le choix final entre 2-3 produits, 2-3 services similaires, bien évidemment, ça va jouer en la faveur du choix final. Alors, on va passer justement directement sur du cas concret. Lorsqu'un avis négatif tombe sur une plateforme de notation, il y a une vigilance au niveau de notre service à faire sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui, un avis négatif peut traduire un problème non résolu, toujours en cours, toujours en attente. Justement, le client est en attente d'informations de notre service client. Est-ce qu'il y a encore un dysfonctionnement du service ou du produit? Est-ce que la solution a été donnée? Est-ce que la solution a été
confirmée bientôt là. Donc, du coup, forcément, est-ce que c'est une résolution sur plusieurs jours? Est-ce qu'il y a encore quelques semaines avant la résolution? Est-ce qu'il y a encore plusieurs mois? Derrière, en fait, on va s'intéresser sur le statut de résolution du problème. Un client qui remonte un avis négatif sur les réseaux sociaux et sur une plateforme de notation, il est pleinement conscient que ça va faire bouger le service en question et ça va faire bouger la résolution de problème à notre niveau, en tout cas. On va s'intéresser aussi sur la cause racine du problème. On va faire un état des lieux complet avant retour, bien évidemment. Quand l'avis négatif tombe, on va s'intéresser sur la raison du problème, pourquoi il y a un problème, pourquoi justement le client est amené à remonter un avis négatif sur les réseaux sociaux, donc du coup parfois de façon très brute, donc forcément on n'a que quelques mots pour comprendre le service client, donc on ne va pas pouvoir amorcer dans les médias une résolution de problème. Et dernièrement, on va être amené à récupérer la confiance client qu'on a perdue et qui a été ternie justement par un écart par rapport à la qualité de produit, qualité de service. Donc l'importance, comme l'a très bien souligné Antoine, l'importance d'un discours professionnel, transparent, bien évidemment. On va souligner les choses. Si la faute est du côté Conto, on va s'intéresser en interne sur comment régler le problème de façon pérenne. Mais aussi, on ne va pas hésiter à communiquer tous les éléments du problème pour justifier aussi qu'il y a peut-être un tort partagé. Donc, une communication, c'est un échange bilatéral. Et bien évidemment, du côté client, il y a une remontée, il y a une prise en charge de notre côté, mais on va s'intéresser sur la globalité du problème. On ne va pas s'intéresser sur l'avis négatif parce qu'il va s'effectuer sur de l'émotionnel. Le client est très énervé parce que un paiement, par exemple, dans le cadre de Conto, un paiement est attendu au niveau de son client, il va perdre un contrat, il va perdre justement une relation commerciale. Et bien évidemment, l'état émotionnel est tel que l'avis négatif tombe sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de notation. Et que derrière, bien évidemment, il y a une prise en compte au sérieux, très sérieuse, à notre niveau, et une attention toute particulière dans la résolution du problème. Alors, analyse approfondie d'un avis négatif. Aujourd'hui, on dresse trois gros points. Aujourd'hui, il y a toute une liste de questions. Les listes sont non exhaustives, bien évidemment, mais on va, dans un premier temps, dessiner un portrait du rater, donc celui ou celle qui dépose un avis sur une plateforme de notation ou partage son avis sur les réseaux sociaux. Donc, on va s'intéresser déjà sur le profil du noteur, du rater. Est-ce que la personne est identifiée? Dans le cas où cette personne n'est pas identifiée, on va bien évidemment essayer de l'identifier pour avoir tous les détails au niveau de la société, au niveau d'un contact qu'on pourra utiliser pour faire un appel sortant, faire un email, converser par chat. On va voir si le rater est un client actuel, quelqu'un d'intéressé, donc qui n'a pas pu finaliser une ouverture de compte, par exemple, chez Conto. Si le client est identifié, qui est ce client? Est-ce que j'ai en face de moi le propriétaire de compte? Est-ce que j'ai un administrateur, donc un associé, ou un simple employé? Est-ce que le rater est conscient de l'impact créé? Est-ce qu'il sait comment fonctionnent les avis négatifs? Est-ce qu'il fait ça pour bouger les choses, pour créer toute une ébullition publique autour d'un problème toujours en cours, pour faire avancer encore plus les choses? Donc, du coup, forcément, sur Twitter, on peut avoir un client qui fait un ping, par exemple, souligné @alexpro, qui est justement un des fondateurs de Conto, pour faire bouger les choses. On va aussi s'intéresser sur la sphère justement publique du noteur, donc à savoir, est-ce que la personne sur Twitter a 10 000 followers? Est-ce que la personne qui remonte ça sur LinkedIn a un réseau professionnel très étendu? Est-ce que le problème est très urgent? Donc forcément, on va attacher beaucoup d'importance sur le portrait du rater. On va effectuer un état des lieux pour amorcer la résolution du problème. Quels sont les services en interne déjà mobilisés ou à mobiliser pour avoir plus de visibilité et d'expertise? Que reste-t-il à faire pour amorcer la résolution finale? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque justement une action tech, une action service client? Est-ce qu'il manque une action au niveau conformité d'un service interne en tout cas? On va s'intéresser aussi sur
qui est la personne qui était en charge du suivi client, de la remontée initiale client en tout cas. Donc, on va se tourner vers la personne au sein du service client qui était amené à suivre le problème client. Donc, forcément, ça va nous permettre d'avoir une visibilité globale et un suivi qu'on n'aura pas à reprendre de zéro. On va se tourner vers la personne qui était en charge pour pouvoir avoir les informations, un résumé rigoureux du problème client. Pourquoi le problème n'est toujours pas résolu? Donc, on va éviter de partir à zéro, étant donné qu'il y a un membre de l'équipe qui était en charge complète avant la remontée finale sur une plateforme de notation très publique ou alors sur les réseaux sociaux très publics aussi. Et enfin, quels sont mes leviers pour tempérer l'urgence? Antoine a très bien souligné également que lors de la remontée d'un avis, le client peut être dans un état émotionnel, peut refuser toute communication et tout simplement veut rompre la relation commerciale parce que ça ne marche pas, parce que la solution tarde à arriver. Et du coup, tout ce cheminement va nous permettre de régler le problème d'une belle façon et une fois pour toutes. En fait, le but, c'est de régler le problème, mais c'est aussi ne plus voir le client revenir pour un problème similaire où j'ai un problème, vous l'avez réglé partiellement, il reste un problème. Pourquoi? Derrière, c'est vraiment une prise en compte du problème global qu'il faudra vraiment faire très au sérieux parce que la qualité de la réponse et la qualité de la solution finale en dépendant. Donc, du coup, ça nous amène à la dernière partie qui est la portée du problème. Est-ce que l'avis est assez pertinent et détaillé pour qu'on puisse amorcer justement des investigations en interne? Est-ce que l'avis remonte tout simplement Conto, c'est la pire banque ou tout simplement j'ai un problème de virement, mon client n'a pas reçu son paiement, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc là, entre ces deux avis, vous avez tout simplement un degré de détail qui n'est pas le même et on pourra amorcer plus ou moins une résolution de problème. Est-ce que les éléments sont-ils suffisants pour aider le client? Donc, du coup, ça nous amène au dessin du rater. Est-ce qu'il est identifié, etc. Quel est le degré d'urgence? Ça nous amène sur la portée du problème. Est-ce que c'est une remontée qui remonte du négatif, mais sans le détailler? Est-ce que le client cherche à nuire l'image de marque pour faire bouger les choses? Et enfin, là, le dernier point, c'est quel est le délai nécessaire pour apporter une résolution finale? Est-ce qu'on compte une solution sous plusieurs jours, sous plusieurs heures, sous plusieurs semaines, sous plusieurs mois? Est-ce qu'il faut déjà réfléchir à une solution de contournement? Tout ça, c'est des questions qui devraient un peu hanter nos esprits lors de la prise en charge d'un avis négatif. Donc, ça nous amène sur un type de scénario, donc des scénarios et des étapes suivant le profil et suivant la gravité de l'avis négatif. Lors de l'avis négatif, on a vu qu'il y avait deux sortes de profils, un rater non identifié et un rater identifié avec lequel on pourrait commencer un processus de résolution. Chez Conto, dans le cadre d'un avis négatif par un client ou un lead qui se cache, en fait, qui est derrière un pseudonyme ou un nom que l'on ne peut pas identifier, on va effectuer très rapidement une première réponse sur la plateforme. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'y réagir, d'aussi prendre part dans le processus de résolution de problème, mais aussi pas hésiter à corriger si les propos sont virulents, bien évidemment, amener le client à s'identifier pour qu'on puisse l'aider davantage. Derrière, on est pleinement conscient, bien évidemment, qu'une remontée sur les plateformes de notation peut être très virulente et très négative, mais sans identification du client, nous ne pourrons pas avancer la résolution du problème. C'est la raison pour laquelle, chez Conto, on va dédier des canaux de prise en charge. Donc, en l'occurrence, chez Conto, ce sont des emails dédiés invitant le client à s'identifier. Donc, suivant le type de remontée négative, donc ça soit une notation de 4 étoiles sur 5 qui remonte, par exemple, une fonctionnalité manquante, par exemple, le fait de pouvoir faire des virements instantanés, on va router le client vers une adresse email spéciale
qui va être un canal dédié. Donc, par exemple, c'est le cas de l'adresse email happyclients@conto.com. Dans le cadre d'une remontée négative, on va dédier un autre email pour une prise en charge prioritaire de ce type de problème et permettre à l'équipe dédiée, donc en l'occurrence Antoine et moi et l'équipe Rating International, de prendre en charge l'avis négatif, de prendre en charge le retour client d'identification pour le traiter immédiatement. C'est le cas de l'adresse email feedback@conto.com. Ça va nous permettre de réunir des informations, comme vous le voyez ici, réunir des informations, des détails indispensables pour déjà saisir le problème, voir en fait qui était en charge du problème, qui était en charge du suivi du problème, quels sont les services en charge du problème pour amorcer la résolution finale du problème et pouvoir apporter une solution au client. Dès lors que le client revient vers nous, donc le rater est identifié, c'est à ce moment-là qu'on peut continuer le processus de résolution de problème, le reprendre au point là où il s'est arrêté ou le reprendre tout court. Donc, retour vers les équipes dédiées, si on doit mobiliser des équipes internes, produits, tech, back-office, conformité, pour plus d'expertise et de détails sur le problème. Centraliser l'information, c'est très important, on va y revenir un petit peu après. Centraliser l'information pour la rendre disponible visuellement et pour d'autres services très facilement pour éviter un suivi pour garantir un suivi en interne optimisé et éviter les traitements superflus. Éviter que deux services fassent les mêmes actions, que deux agents rappellent le même client en même temps, sachant que le suivi est plus optimisé si un agent unique effectue le suivi. Et enfin, le suivi du traitement personnalisé qui permet une résolution finale du problème, une proposition d'une solution de contournement si la solution finale doit attendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et un geste commercial si applicable. Si la faute est du côté conto, il y a une réparation d'un préjudice, donc forcément un geste commercial qui va garantir et être un levier pour nous, en tout cas, pour garantir une relation commerciale qui va continuer et non pas se rompre au problème. Donc, le suivi complet d'un avis négatif sera important. Là, on va vous partager la méthode Conto qui est effectuée sur un suivi visuel sur Notion. Bien évidemment, chez Conto, on utilise Notion. Vous avez une liste non exhaustive aussi avec d'autres outils. Vous pouvez très bien faire le suivi visuel des avis négatifs sur Trello, Google Play. Pour la petite histoire, avec Antoine, il y a un an, on faisait un suivi avec des petits papiers qu'on collait sur un whiteboard, sur un tableau blanc Velleda, et justement dans le même esprit qu'un outil digital, mais en collant du papier. Donc derrière, vous faites le suivi avec ce que vous avez en interne, bien évidemment, mais en fait, l'important, c'est ces 4 points. Donc le suivi visuel va vous permettre de rendre l'information immédiatement disponible pour vous, pour votre service, pour mieux le suivre, mais aussi pour d'autres services qui seraient en lien avec l'avis négatif et avec le problème en question. Ça vous permet aussi d'apporter votre pierre à l'opérationnel, donc du coup, voir tous les traitements en cours, toutes les résolutions en cours. Donc, du coup, dans le cadre de résolution approfondie, donc après l'avis négatif, on va continuer la résolution de problèmes pour résoudre pour de bon le problème en question. Donc, ça va mobiliser des actions d'autres services en interne et ça va vous permettre de suivre en fait l'état d'avancement de la résolution finale après l'avis négatif client. Parce qu'en fait, la résolution finale, elle peut continuer après l'avis négatif client, après que le client a échangé son avis négatif. La résolution peut continuer encore après, sur plusieurs jours, plusieurs mois. Et ça va être nécessaire pour vous si vous êtes amené à gérer des dizaines d'avis négatifs, des centaines, je ne vous le souhaite pas. Et voilà. Le lien avec les équipes internes, ça va vous permettre cet enregistrement de tous les avis négatifs en une seule et même plateforme va vous permettre de partager les informations et les points durs en interne. Donc, savoir vers qui c'est tourné, vers qui le problème est dédié, vers qui vous tournez pour résoudre le problème pour de bon. Donc, c'est souvent les services produits, tech,
Je ne sais pas, ça peut être aussi le service client qui n'a pas été à la hauteur, des problèmes de processus. Donc, du coup, ça peut être vraiment tous les services qui pourraient être mobilisés. Mais aussi, ça va vous permettre de fixer des priorités sur les retours, par exemple, sur les demandes clients de fonctionnalités manquantes, sur les demandes clients particulières qui pourraient renseigner des besoins actuels pour structurer la prochaine feuille de route 2021, 2022, etc. pour pouvoir fixer des priorités sur les fonctionnalités manquantes qui sont très demandées, plébiscitées par le client, par exemple. Voilà. L'historique centralisé, ça va vous permettre justement d'identifier et de préserver des relations commerciales. Derrière, bien suivre un client, c'est aussi savoir que le même client a déjà été amené il y a 2 mois à mettre un avis négatif, l'a changé, mais revient de nouveau avec un avis négatif. Savoir que ce client est très exigeant et rencontre toujours les problématiques de façon récurrente, c'est aussi suivre un client et bien gérer le tone of voice, la façon de s'adresser, le fait que ce client-là cherche des résolutions rapides et forcément, ce client-là, à chaque fois que le problème se pose, est très impacté au niveau de son activité. Voilà, tout ça, c'est vraiment très primordial et très important. Identifier les motifs récurrents des problèmes et effectuer des liens. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est forcément voir que le client rencontre les mêmes problématiques et voilà, savoir comment réagir dans le cadre d'un client qui remonte souvent des choses sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de notation négative. Le fait de centraliser tous les avis négatifs, les enregistrer sur une plateforme de notation, sur une plateforme de logging, donc telle que Notion, ça vous permet aussi d'exporter, de lier et d'exploiter vos données d'une belle façon. Aujourd'hui, ça nous permet chez Conto, en l'occurrence, de faire des reportings réguliers. Aujourd'hui, chez Conto, ils sont hebdomadaires, ces reportings, et sortir des statistiques pour vous montrer quelles sont les facettes du produit qui méritent une attention particulière, sachant que les ratings représentent un petit peu le baromètre de la qualité du produit. Si vous avez beaucoup de ratings qui tombent sur une problématique donnée, derrière, bien évidemment, vous avez une attention particulière à attacher à cette facette de votre produit. Alors, aujourd'hui, je vais switcher quand même sur un exemple qu'on vous a donné pour illustrer en fait l'importance d'enregistrer vos avis négatifs sur une plateforme. Donc là, en l'occurrence, vous avez l'illustration sur Notion. On a créé 2 Kanban qui vont vous montrer comment s'effectue le processus de logging et de traitement et de visual management, en l'occurrence, sur les avis négatifs. On a créé 2 Kanban suivant 2 secteurs d'activité. Donc là, le premier, vous avez un avis négatif qui dépendra d'un problème de livraison de colis et un avis négatif qui dépendra en bas d'un client qui a été amené à acheter un sandwich dans une chaîne de boulangerie, viennoiserie, et va remonter un avis négatif. On va commencer justement sur le problème client qui est sur la livraison d'un colis. Bien évidemment, on ne va pas nommer la société, mais il s'agit d'un vrai avis négatif tout simplement. Je vous laisse le lire. Mon colis a été livré et mon colis a été marqué livré et j'ai aucune nouvelle du colis ni du livreur. Livraison 0. Je n'ai jamais reçu mon putain de colis. On m'a volé mon colis. Donc, c'est un avis qui est tombé il y a 4 jours. Bien évidemment, un avis qu'on va prendre en étalon pour vous montrer notre manière d'enregistrer un avis négatif. Donc, aujourd'hui, chez Conto, on va en fait l'enregistrer assez simplement avec justement des propriétés propres à chaque carte Notion qui vont permettre de loguer rapidement un avis négatif. Donc, on va d'abord placer qui est en charge du suivi et du traitement du rating. Donc, on va en avoir un seul. L'owner de carte sera unique. Bien évidemment, il pourra être épaulé par un collègue. Donc, je pourrais ajouter Antoine, mais je suis l'owner principal du problème, de la résolution en tout cas. Sur quelle plateforme l'avis a été posé? Quelle est la notation? Donc, en l'occurrence, c'était un avis une étoile, pardon.
est-ce que le rater est identifié? Est-ce que Jean-Michel Colli est identifiable? Est-ce qu'il s'agit de Jean-Michel Martin? Est-ce qu'il s'agit de Jean-Michel quelque chose? On va essayer de trouver dans notre base de données si un certain Jean-Michel Colli est disponible ou il s'agit tout simplement d'un pseudonyme. Donc, on va considérer que le client est inconnu, car Jean-Michel Colli est un pseudonyme. On va renseigner si l'on a effectué déjà une réponse publique, donc du coup, est-ce qu'elle est en attente d'une prise en compte globale du problème? Est-ce qu'elle est non effectuée parce que nous avons besoin en interne d'une investigation approfondie par rapport, par exemple, là, il s'agit d'un problème de colis. Donc, est-ce qu'il faut qu'on investigue d'abord sur la plateforme de tri? Est-ce que nous devons investiguer avec le numéro de suivi? Donc, derrière, on va considérer qu'il est non identifié. Donc, on va effectuer tout simplement une réponse pour identifier le client. On va catégoriser, donc sur le premier segment le plus important, est-ce qu'il s'agit d'un problème de livraison? Est-ce qu'il s'agit d'un problème d'enregistrement d'envoi, de suivi d'envoi? Donc, on va considérer que c'était une livraison. La sous-catégorie, on va être de plus en plus fin sur la catégorisation. Donc, on va s'intéresser sur le fond du problème. Donc, du coup, ça peut être un problème de suivi. Bien évidemment, vous pourrez ajouter là, par exemple, sur Notion, c'est possible, mais vous pourrez ajouter plusieurs étiquettes. Donc, problème de suivi, perte peut-être, type de produit, il s'agit d'un colis, plateforme de tri, bien évidemment. Vous avez, là, on a renseigné des choix fictifs, mais ça peut être une plateforme de tri, la plateforme de tri finale qui était plateforme de tri Île-de-France. Et là, bien évidemment, en bas, vous avez le visuel de l'avis que vous avez uploadé, le numéro du client, le numéro de commande, le contact. Là, en l'occurrence, on ne l'avait pas identifié, donc on va l'enlever. Mais bien évidemment, si le client est identifié, vous allez renseigner le contact client et tout lien interne qui pourrait permettre de lier un traitement en cours. Donc, si vous utilisez une solution email telle que Zendesk, telle que Intercom, etc., vous pourrez mettre le lien directement pour faciliter le suivi interne et les personnes qui seront amenées à être dans la résolution du problème. Dans le corps de message, vous allez pouvoir renseigner. Plus vous allez renseigner l'information, moins la personne ou le service qui va être amené à prendre en charge le problème va être amené à vous poser des questions, demander toutes les facettes, toutes les ficelles du problème. Donc, bien évidemment, vous allez renseigner un résumé interne de l'avis négatif, ce que vous voyez en interne, ce qui a été déjà dit au niveau de nos services clients, tous les appels entrants que le client a déjà effectués la semaine dernière ou il y a quelques jours. Donc derrière, vous allez renseigner tous les détails qui vont permettre d'avancer la résolution du problème sans le reprendre de zéro. Alors, sur le deuxième Kanban, c'est exactement le même principe. Je ne vais pas le refaire, mais au niveau de la catégorie, bien évidemment, ce sera de la réclamation, qualité produit, parce qu'en fait, le client remontait le fait d'avoir acheté un sandwich qui n'est pas assez de matière première à l'intérieur. Il se plaignait du service également. Donc, forcément, on va renseigner un type de produit, viennoiserie, boulangerie, le point de vente qui va vous permettre de centraliser, de ne pas effectuer une résolution de problème qui est globale, mais ciblée sur un point de vente. Donc, par exemple, sur la distribution et sur la restauration, ça va vous permettre de centraliser aussi, de filtrer. Si Carrefour Flin remonte beaucoup d'avis négatifs, par exemple, donc là, bien évidemment, ça va vous permettre, que ce soit sur Notion, sur Trello ou sur Google Sheets, de placer des filtres sur vos catégories, sur vos points de vente, donc sur la granularité désirée, pour pouvoir en fait voir les écarts par rapport au processus et aux standards qualité que vous avez effectués sur vos points de vente, etc. Alors, on va repasser sur la présentation. Hop. Sur la présentation et c'était pour moi. C'est ça. J'attendais le slide, mais je me suis dit, c'était pour toi, Antoine. Et je vais te passer la parole. Et du coup, voilà, c'est tout pour moi pour le processus de logging. Et le maître mot, c'est vraiment garder une plateforme centralisée pour pouvoir suivre
tous vos avis négatifs et en fait pouvoir les filtrer pour les lier. Parce qu'en fait, un avis négatif, il peut être lié à un autre et il peut être lié sous une même problématique. Donc, Antoine, je vais te passer la parole pour que tu puisses illustrer avec des exemples concrets ce que le processus de logging centralisé a pu nous permettre de faire très facilement. C'est à toi. Eh ben, merci Shunkai. Du coup, voilà, vous avez bien compris qu'effectivement, de rentrer, en tout cas de vous montrer comment derrière en fait, la simple réponse client, il y a un traitement interne qui est forcément évoqué. Et évidemment, quand vous serez une jeune société, il n'y aura peut-être pas besoin de mettre autant de procédures en place, mais qu'évidemment, en grandissant, ce qu'on appelle la scalabilité, il faudra forcément anticiper derrière comment vous allez continuer à garder ce relationnel entre toutes vos équipes. Et c'est effectivement pour ça que nous, en tout cas, nous, on passe par Notion. Effectivement, il y a plein de plateformes qui vous le permettent, mais qu'en tout cas, l'essentiel, c'est ça. Et surtout, penser qu'il y a de l'amélioration constante de produits parce que déjà, on va dire que nos produits évoluent, on va toujours étoffer nos gammes, étoffer nos points de vente, etc. Et que forcément, ça vous permettra à chaque fois d'identifier en disant, parfois, vous allez rencontrer une situation, elle n'est pas forcément nationale et elle n'impactera pas 100% de vos clients. Et il faudra du coup toujours dissocier en disant, est-ce que c'est quelque chose qui est à grande échelle ou à petite échelle? Dans la satisfaction, du coup, c'est ça l'ambition, c'est de dire, voilà, nous, ce qu'on veut, et ça sera avant tout le retour, c'est de dire, on veut que le client, à l'issue de tout ça, il soit satisfait. Et qu'on ait trouvé, en tout cas, le moyen de répondre à ces fameuses 3 dimensions, c'est-à-dire à la fois penser à lui, sa société, l'impact pour lui émotionnellement, mais potentiellement, comme a évoqué Shunkai, en disant, parfois, ça l'a handicapé dans une relation commerciale que lui-même allait avoir, faire entrer un nouveau client, souscrire justement un nouveau contrat. Et s'il y a eu un couac, ça peut avoir un impact pour lui. Donc, il faut toujours aller un peu plus loin que le simple dysfonctionnement lui-même, bien quantifier l'impact que ça peut avoir. Et surtout derrière, c'est lui montrer qu'on a pris en compte son cas, qu'on l'a résolu jusqu'au bout et qu'on n'a pas lâché, qu'on a fait ce suivi jusqu'à la résolution finale. Et surtout, dans la dernière façon, c'est qu'on soit bien exprimé et qu'on l'ait bien, on va dire, accueilli ce client satisfait pour qu'il en ressorte satisfait et si possible qu'il le verbalise. Du coup, regardons par exemple sur les slides suivants comment ça peut se concrétiser par exemple sur un rating. Voilà, là où on voit le cas, où effectivement on a eu un client qui a été bloqué parce qu'il y avait une opération complexe, effectivement, qui était liée à, malheureusement ici, c'était le décès du gérant. Et forcément, il y avait une passation à faire sur les opérations, sur son compte, etc. Et forcément, on peut comprendre que derrière tout ça, il y a une étoile parce qu'il y a une frustration, il n'arrive pas à faire, mais on comprend bien que on parle d'un décès, donc il y a de l'émotionnel, il y a une perte d'un proche, d'une certaine manière. Donc on peut comprendre que l'émotionnel au moment de la notation était aussi peut-être conditionné à quelque chose comme ceci. Et enfin, on comprend que dans tous les cas, notre service n'a pas su être rassurant, n'a pas su montrer, on va dire, le côté attentionné de la situation pour bien accompagner le ou la cliente à faire cette transition et voilà, à gérer à la fois la succession et la prise en main du compte. Mais on voit que derrière, malgré effectivement un délai, malgré le temps administratif qui peut être lié, une succession, un décès, ça peut toujours être un peu plus long que une simple résolution en un échange de mails, qu'on a réussi quand même à recréer cette relation. Et ce qui était donc intéressant dans ce cas, c'est qu'en plus, c'était quelqu'un qui n'était pas en lien avec nous au départ, mais qui découvrait notre solution en même temps qu'elle faisait cette transition. Et vous voyez, là, on a réussi à marquer les fameuses 5 étoiles, mais surtout, elle a eu la gentillesse, c'est pour ça qu'on l'a pris, parce qu'elle m'a cité gentiment dans son retour. Et surtout, vous voyez les mots qu'elle utilise, professionnel, à l'écoute, qui comprend. Et c'est exactement ça qu'on veut en tout cas incarner auprès du client, c'est-à-dire montrer notre compétence et notre expertise, mais montrer surtout l'écoute et l'empathie qu'on a, parce que c'est comme ça qu'on sera meilleur dans la réponse, et que surtout que si on prend le temps de bien comprendre ça, vous aurez en fait tous les leviers pour actionner derrière la partie satisfaction. Car quand on comprend bien ce qu'attend le client, c'est comme ça qu'on sait y répondre. Donc tout simplement. On va passer sur le slide suivant et montrer justement, parce que je pense que c'est un peu abstrait, de pourquoi parfois certaines situations peuvent prendre du temps. Funka disait, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois.
Là, on a l'exemple de ce qu'on avait par exemple sur les réseaux sociaux et sur des plateformes de notation. Il était très attendu à un moment d'être compatible sur Apple Pay, Google Pay. En effet, au départ, c'était quelque chose qui n'était pas forcément des plus prioritaires parce que ça demandait à nos techs de prendre le temps de déjà faire une recherche approfondie de tout ce qu'on allait devoir mettre en place pour proposer ce service. Et puis derrière, il y a bien sûr la partie contractuelle avec typiquement Apple, et puis le déploiement de la solution, et puis s'assurer que c'est bien compatible avec toutes les autres fonctionnalités de nos comptes et que ça puisse bien en tout cas être paramétré sur la partie Apple Pay ou Google Pay. Et pendant en tout cas à peu près 2 ans, on avait des demandes récurrentes en disant on apprécie Conto, mais il manque ça. Et on comprenait que c'était une note négative qui nous empêchait d'avoir cette satisfaction pleine et entière. Et que parfois, on avait fondamentalement des fans, mais qu'ils ne l'étaient pas totalement parce qu'il y avait ce manque pour eux, pour réellement avoir envie de nous recommander. Et en fait, le fait d'avoir fait ce suivi, d'être passé par justement la centralisation de ces avis négatifs qui viennent des réseaux sociaux ou des plateformes de notation, ça nous a permis derrière de faire une communication ciblée le jour où on l'a proposé. Et en fait, sortir simplement de l'emailing classique, votre compte s'étoffe d'une nouvelle fonctionnalité et on explique la fonctionnalité, mais de s'adresser à ces personnes-là qui s'étaient directement adressées à Conto pour leur montrer que quand on leur a dit on revient vers vous, on revient réellement vers vous et via un canal un peu plus intime, entre guillemets, c'est-à-dire un message privé, quelque chose d'adressé directement à eux et personnalisé. Et ça a eu un énorme impact pour le client parce que là, vous avez un exemple, par exemple, sur le slide suivant, de cette réponse que nous avons réinitiée parfois avec le client. On lui a mis ce petit message suite à son ancien tweet pour lui dire que cette fois-ci, la fonctionnalité était disponible et qu'on était ravis, en tout cas, de lui annoncer la nouvelle. Et comme vous voyez, il a marqué sa surprise et pas pour rien. Il nous a même mis le gif qui incarnait son état émotionnel de « il s'y attendait pas ». Et derrière ça, on voit les derniers justement retours clients où on voit un grand nombre qui se sont exprimés derrière. Et c'est là où vous voyez que parfois le gagnant-gagnant, il peut prendre du temps, mais derrière, il nous a permis d'avoir une super communication grâce à nos super clients qui ont relayé l'information, qui ont dit du positif sur votre marque, sur notre société, sur notre service. Et ceci, ça a accompagné en plus, on va dire, la communication déjà naturelle qu'on avait prévue. C'est un petit plus, mais imaginez quand même l'impact sur les réseaux sociaux quand c'est de lui-même le client qui prend la parole pour dire quelque chose, ça a toujours plus de force que si c'était la société elle-même qui le faisait. D'où le fait qu'avoir ce suivi sur à la fois des situations bloquantes, mais voilà, des besoins de fonctionnalité, des besoins de nouveaux produits, des besoins de nouveaux services, c'est hyper important pour après piloter, on va dire, le déploiement quand effectivement vous avez le temps de le proposer et que ceci est disponible pour les clients. Voilà, c'est plein de choses qui incarnent comme ça. On ne va pas s'attarder plus longtemps, il m'a surtout laissé place à vos questions parce que je suis sûr que vous en avez un grand nombre. Et écoutez, je vous laisse la parole et je laisse la parole à Iman, ma collègue, qui va du coup remonter les questions une à une. Après, Antoine, c'est vraiment important aussi de bien loguer ces retours, positifs ou négatifs. Et en fait, ça va vous permettre de voir aussi l'état d'avancement de la nouvelle fonctionnalité. Là, par exemple, Apple Pay, là, vous avez un Kanban de résolution de problème, mais vous pourrez avoir un Kanban exprès pour telle ou telle fonctionnalité. Et là, vous pourrez avoir en intitulé prise en compte tech en cours, avancement du produit, commencement du développement, feature shippée, par exemple. Donc derrière, vous pouvez bien évidemment tuner ce type de Kanban suivant l'état d'avancement et bouger les cartes qui seront nommées non seulement pas avec un nom, prénom, mais avec un type de fonctionnalité demandée. Voilà. C'est vraiment possible aussi. Donc, Iman, on va te laisser la place pour les éventuelles questions. Alors, effectivement, on a déjà 5-6 questions. Il ne nous reste que quelques minutes, donc on va quand même essayer de répondre à toutes les questions sans peut-être trop perdre de temps sur chacune d'entre elles. Donc, je vais commencer par la question de Julien, qui nous demande comment répondre à des messages trolls sur les réseaux sociaux quand il ne s'agit pas de nos clients.
mais que nos clients le voient. Donc là, par troll, on entend un message public qui n'a pas forcément de valeur ajoutée, qui n'est ni constructif et qui, le plus souvent, vise à perturber et susciter des réactions sur un fil d'échange en public. Antoine, tu peux répondre parce qu'on a été pas mal en charge des réseaux sociaux et des remontées sur les réseaux sociaux, donc ça nous parle beaucoup. En fait, c'est un peu la portée du problème. Je te laisse répondre. Alors, deux choses. C'est une excellente question parce qu'effectivement, c'est ce qu'on peut retrouver facilement. Et je voudrais dire, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de notation, on sait que ce n'est pas toujours juste à l'égard de notre marque ou du produit. La réponse, elle sera déjà deux choses. Déjà, vous avez déjà des actions sur parfois certaines plateformes de notation pour, on va dire, demander à la plateforme de monitorer elle-même des avis qui seraient justement soit pas adressés à votre marque à vous. Parfois, les personnes se trompent, ils s'adressent à vous et ils pensaient que ça s'adressait à une autre entité. Donc, il peut y avoir des loupés. De deux, vous pouvez dire, si en plus il y a des caractères insultants, les choses comme ça, c'est forcément, ça rentrera en conflit avec les conditions générales d'utilisation de certaines plateformes et vous pourrez parfaitement actionner ces leviers pour dire, voilà, on peut faire toute remontée possible, mais à partir du moment où elle a un minimum de quelque chose de constructif sur lequel on peut initier un dialogue. Et si effectivement c'est insultant, dégradant, voire que c'est totalement faux, vous aurez parfois cette possibilité en tout cas de demander à la plateforme d'intervenir pour potentiellement supprimer ou mettre offline un avis. Et dans tous les cas, si vous devez y répondre, parce que par exemple, voilà, ce serait respectueux, mais que vous sentez qu'il y a de la mauvaise foi derrière, pensez que vous allez vous adresser certes à ces trolls d'une certaine manière, mais surtout à tous ceux qui liront le commentaire derrière. Donc en fait, vous pourrez tout à fait avoir une communication qui pourra considérer que vous n'allez pas changer l'opinion de ce troll, mais que vous pouvez en tout cas marquer des points sur quelqu'un qui lirait votre réponse parce qu'il serait sur Trustpilot, Google Play, etc. et qu'il ferait défiler les avis. Et souvent, on passe souvent par les avis négatifs parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc pensez à ça. Pensez que dans ces cas-là, cette réponse-là, vous gardez évidemment le côté chaleureux. Vous faites comme si vous répondez réellement à un problème client en ayant peut-être quelques distances par rapport à la personne, mais surtout, voilà, mettre en avant dans votre communication ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce que vous voulez laisser en mémoire à celui qui lira derrière cette réponse. Parce que là, vous ferez du coup une communication, on va dire, un spectre beaucoup plus large et dont vous savez qu'il y aura soit des clients existants, soit justement les fameux clients qui passent sur les plateformes parce qu'ils sont intéressés par votre service et qu'ils ont envie de se faire une opinion en fonction de la réputation qui sera visible sur Trustpilot, Google Play, Google My Business, etc. etc. Faire attention aussi si en fait apporter une réponse à un troll, est-ce que ça va desservir aussi à l'image de marque ou directement répondre, ça peut créer toute une ébullition sur les supporters de la personne. Donc, ça peut amener tous ses amis et ça va vous faire un fait de discussion énorme avec uniquement, au lieu d'une personne à gérer, vous aurez 20 personnes à gérer. Donc, jauger en fait la globalité. Est-ce que ça vaut le coup d'y répondre? Et est-ce que ça va m'amener plus de gens à gérer derrière? Il y a aussi en fait tout l'inverse. Donc, vraiment réfléchir à ça avant de répondre à un avis qui n'est pas du tout en rapport avec votre produit et votre service aussi. Bien réfléchir à ça. Merci, Julie et Antoine. Alors, on a une question de Romain Genestou qui nous demande, dans le cas d'un problème technique, quelle priorité est donnée à la résolution immédiate du bug par l'équipe technique? Là, je pense que la question se tourne plus par rapport à comment mobiliser les développeurs pour résoudre un incident technique urgent, si j'ai bien saisi la question. En fait, c'est une question complexe, très pertinente, mais très complexe. En fait, tout dépendra de la mobilisation et en fait, de votre capacité à dégager une bande passante, donc en l'occurrence du service produit ou du service technique. Et en fait, il est très important dans le processus de résolution de problème, étant donné qu'un problème peut être réglé par le service client, par le service tech, il est très important d'avoir toujours quelqu'un en référent ou justement une visibilité globale d'escalade, en tout cas. Nous, en l'occurrence, chez Conto, on a un channel dédié avec des personnes du produit, avec des techs. Donc, on va pouvoir demander, mobiliser l'expertise pour pouvoir avancer. À partir du moment où le problème nécessitera l'expertise d'un service dédié
qui n'est pas l'expertise du service client, il faudra bien évidemment avoir des personnes des services dédiés, pas tout le temps disponibles, uniquement disponibles si besoin, parce qu'en fait, bien évidemment, sur une petite structure, les services dédiés auront du travail donc dans leur scope et ne seront pas mobilisés 1 heure par jour s'il n'y a pas justement 1 heure par jour de leur temps nécessaire pour régler des problèmes. Mais il faudra toujours garder en tête qu'il faudra avoir des référents par service pour pouvoir vous aider. Parce que tout simplement, l'expertise du service client n'est pas une expertise complète tech et qu'il faudra tout simplement mobiliser et faire au mieux pour amorcer soit sur des points hebdomadaires, soit sur des points quotidiens. Quel est le problème en cours? Est-ce que le service client a besoin d'une expertise tech aujourd'hui? Est-ce que la tech doit mobiliser plusieurs personnes pour régler un problème prioritaire? Donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir une certaine flexibilité au niveau des services dédiés qui sont importants dans le processus de résolution de problèmes. Sans leur aide, vous ne pourrez pas avancer dans une résolution complète de problèmes en tout cas. Juste une remarque sur la partie opérationnelle pour vous donner de la visibilité. Quand on était plus petit, on avait des points, alors nous on appelait ça le Kaizen, c'est-à-dire qu'on se posait sur une problématique à plusieurs services et on essayait surtout de quotidiennement, comme disait Shunkai, de se poser ces questions pour déjà les devancer. Dire, ah tiens, on a anticipé qu'on l'a. Et quand on avait effectivement un problème client, il fallait, on va dire, trouver cette disponibilité. Aujourd'hui, maintenant, comme on est plus important, on a même un service qui s'occupe de suivre tout ce qui serait les mini-bugs d'affichage, etc., le moindre truc à reprendre. Il y a un service qui est support du service client qui s'occupe à suivre ça pour nous. Et ce qui nous permet, en fait, nous, en tant que service client, et qu'on soit sur les réseaux sociaux ou sur les canaux réguliers, de pouvoir aussi avoir nos interlocuteurs qui font déjà ce lien avec les techs naturellement. Et au besoin, comme disait Shunkai, on peut parfois appeler l'expertise en direct de quelqu'un de tech. Donc, ça sera à vous, en tout cas, de voir à chaque fois de jauger comment vous pouvez interrompre le travail de vos équipes tech pour justement parfois leur demander une intervention peut-être assez urgente. Alors, il nous reste encore 3-4 questions à traiter, donc on va quand même essayer de toutes les faire si possible. On a une question d'un spectateur anonyme. Alors, que faire quand l'avis est fake et provient d'un concurrent? Par exemple, dans le corps du texte, ils disent « allez voir tel ou tel établissement, c'est beaucoup mieux ». Oui. Bonne question. Alors, si l'avis est négatif et provient de la concurrence, en fait, sur chaque plateforme de notation, il y a toujours des guidelines, des conditions générales d'utilisation et conditions générales qui cadrent en fait la plateforme de notation. Et il y aura toujours des outils de modération. Donc, du coup, ce qu'on appelle le report. Sur Trustpilot, vous pourrez signaler suivant le type d'avis négatif. Vous avez des raisons telles que hors sujet, incitation à la haine, diffamation, etc. Et en fait, on pourra, dans l'immédiat, montrer aux administrateurs et aux modérateurs de la plateforme de notation que l'avis n'est pas pertinent. Donc, en fait, c'est le premier levier. Le premier levier, il est ici et il est disponible, peu importe la plateforme de notation mobile, donc Google Play, Apple App Store, pardon, et sur Trustpilot, sur Facebook également, si vous avez ouvert les notations sur Facebook, mais aussi sur Google Business. Donc, en fait, dans le cadre d'une notation injuste, donc forcément provenant d'un concurrent, c'est sûrement un des uniques leviers parce que la personne en question ne va pas forcément s'identifier, va se cacher derrière un pseudonyme et ne va pas pouvoir être contactable derrière. Donc, le levier est de tout simplement faire un report de l'avis en question pour pouvoir le faire modérer. Généralement, sur les plateformes de notation, on n'a pas la main pour cacher un avis parce que ce serait trop facile pour une marque de ne laisser que les avis positifs. Donc, il faudra tout simplement escalader au modérateur de la plateforme de notation. C'est le seul moyen que je vois. Antoine, tu vois autre chose? En fait, sinon, comme on avait vu pour quelque chose de troll, c'est un peu le même principe. Ouais. Sinon, vous réfléchissez à une réponse, mais qui vous servira à mettre en avant quelque chose, une communication de marque, où en fait, vous ferez comme si c'était un vrai client et vous serez surtout attentionné à vous adresser à toute l'audience qu'aura ce buzz
ce cas. Typiquement, s'il est sur Twitter, mais qu'effectivement, un concurrent aurait un compte, un sous-compte, pas à son nom, rien à voir, ben, vous pourrez de toute façon, on va dire, profiter de ceci pour mobiliser déjà les clients qui nous supportent, pour potentiellement qu'ils interagissent avec vous et évidemment mettre en avant la meilleure communication par rapport à ça, montrer que vous vous rendez disponible, etc. De toute façon, à un moment, vous pourrez toujours dire, il y aura toujours la possibilité qu'il se décrédibilise à un moment donné, ou alors de dire, moi, j'aurais été hyper nickel sur ma réponse, j'aurais été positif, enthousiaste, j'aurais tendu une main pour dire il y a une solution. Si après, il ne la saisit pas, vous ne serez pas responsable. Vous serez en tout cas vu d'une façon réelle de dire, ils ont en tout cas cherché à résoudre le problème. Et cette personne-là peut-être a montré un entêtement de ne pas vouloir la résoudre. Et à ce moment-là, vous en sortirez quand même un petit peu gagnant. Après, je suis d'accord, c'est très frustrant quand on est dans des cas comme ça, de se dire je prends une pénalité ou je prends une remarque négative alors que je sais qu'elle n'est pas légitime. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas aller jusque-là. Vous serez obligé en tout cas de rester, on va dire, modéré sur le jugement de ce propos et surtout ne surtout pas tomber dans de la négation de ce propos et rester positif. C'est comme ça que vous aurez en tout cas la meilleure image de marque. Surtout pas dire que c'est un fake, surtout pas dire que c'est un troll, surtout pas pointer le concurrent. Vous faites comme si c'était réellement quelque chose, une vraie remarque client. Et comme ça, vous êtes en tout cas, vous mettez en lumière de la meilleure façon du côté positif de votre marque. C'est essentiel. Question suivante de Carole Bach. Alors Anaïs a commencé à fournir des éléments de réponse, mais je vous laisse quand même détailler un petit peu plus dessus. Comment dire au client qu'il se trompe, par exemple, qu'il a fait une fausse manipulation sans le froisser? Alors, c'est toujours en fait, en rating, Antoine et moi, souvent, on va ressentir l'état émotionnel au téléphone et en général, on va privilégier un canal de communication qui nous permettra de jauger ça. En fait, derrière, le client va se tromper, va avoir un avis très tranché, mais en fait, nous, dans la résolution du problème, on va rassembler tous les éléments comme une analyse en fait en amont du problème pour en fait préparer tout ce que le client va nous partager au téléphone. Et en fait, on aura une sorte de gros portrait robot de tout le scénario de l'appel téléphonique. Et en fait, à chacune des remarques, on va avoir des solutions qui seront basées sur des faits. Ce qui s'est lu au niveau des réponses de nos services clients, ce qui s'est lu au niveau de la solution qui n'est pas en fait convenable au niveau du client. Donc forcément, le client va s'y opposer à notre solution qui est soit partielle, soit injuste. Donc forcément, on va essayer de jauger sur ce qu'on va ressentir. On va pas forcément directement aller en frontal en disant mais en fait, monsieur, madame, vous n'avez pas raison. Mais on va tout simplement baser sur des faits. Donc, quelle est l'essence du problème? Quelle est la cause racine du problème? Pourquoi notre service client n'a pu qu'apporter la solution actuelle? Pourquoi, en fait, derrière, nous ne pouvons pas être responsables d'une fraude parce que le client a cliqué sur une plateforme de phishing, par exemple, et lui faire comprendre que, malheureusement, en établissement financier, on va analyser le dossier fraude, mais on ne pourra pas la prendre en charge parce que derrière, forcément, il y a une démarche de le client a ouvert le mail, derrière, il a cliqué, il a reçu le message qui n'était pas sur le montant de transaction, etc. On va montrer en fait sur les faits pourquoi la décision et la solution Conto étaient telles. Et on va faire comprendre tout simplement en atteignant un équilibre de discussion, parce que généralement, sans cet équilibre, il n'y aura pas une discussion qui pourra aider en fait la solution finale. Donc, en l'occurrence, le client qui comprendra pourquoi la solution a été apportée du côté Conto et pourquoi en fait c'est l'unique solution qu'on pourra lui apporter. Et derrière, forcément, il faut lui faire comprendre sur un discours posé, avec des informations posées et s'articulant autour de faits pour pouvoir tout simplement faire comprendre au client que finalement, il a un discours assez tranché, mais que finalement, derrière, au niveau Conto, on a tenté de l'aider et on n'a pas tenté de le contredire. Donc, derrière, en fait, c'est tout le compliqué d'une réponse à un avis négatif parce que
c'est en fait amener sans brusquer le client à un climat équilibré d'une discussion posée, en fait. Antoine, tu dirais ça mieux? C'est en fait tout simplement, c'est arriver à trouver le moyen. Et effectivement, Shunkai a raison de dire on doit pas, on veut pas. L'ambition n'est pas forcément d'avoir raison tout de suite, mais plutôt que tirer vers qu'il aille tout seul vers la raison. Et parfois, en fait, c'est tout simplement d'expliquer les choses. Je vous donne un exemple tout simple. On parlait de colis. Bah, votre colis, il n'est pas arrivé chez vous parce que peut-être vous n'avez pas mis l'adresse de votre société, vous aviez votre boîte personnelle, mais il n'y avait pas la mention de votre société. Du coup, bah, le postier, il n'a pas trouvé la boîte, il l'a retourné à l'agence de votre quartier. Bah, typiquement, parfois, de lui dire, bah, en fait, on ne peut pas être responsable de l'étiquetage de votre boîte aux lettres, mais en tout cas, on peut vous assurer qu'on en fait le suivi avec vous et que surtout, on va s'assurer que vous récupérez bien le colis à votre agence postale de quartier. Déjà va montrer au client qu'effectivement, bah, à la fois vous êtes là pour l'accompagner, vous n'êtes pas là à essayer d'avoir des bons points sur avoir raison, mais que vous allez subtilement lui montrer que malheureusement, l'erreur peut être de son côté, mais ce sera à lui de le verbaliser. Et ça, il faut le faire simplement en douceur, parce qu'effectivement, comme on le disait en tout début, il y a la partie émotionnelle, et il faudra du coup essayer de descendre un peu de l'émotionnel, et souvent après, dire, on a tous été dans l'émotionnel, mais on a tous été capables d'être parfois intelligent et juste avec un service client et d'admettre soi-même, alors parfois à difficulté ou à demi-mot, qu'on est un peu responsable de la situation finalement. Et c'est tout simplement ça. D'où le fait que dans la réponse publique, on ne va pas essayer d'avoir des bons points, on va d'abord essayer de demander le dialogue. Ensuite, une fois qu'on est en privé, on prend le contact pour savoir en direct au téléphone. Et une fois qu'on est au téléphone, là, on peut laisser aller beaucoup plus une discussion. Et j'ai envie de dire, de toute façon, si vous êtes vraiment dans l'empathie, dans l'écoute, le client le sentira que vous êtes vraiment là pour l'aider. Et croyez-moi, il y a 99% de chances qu'il ait envie de saisir cette main tendue pour justement voilà, accepter sa part de tort, etc. Mais surtout aller vers la solution. Et dans tous les cas, c'est ce qu'on vous a dit dès le départ, mettre les bons points, c'est une chose, et on essaie d'éviter. Ce qu'on veut surtout mettre en avant, c'est la solution. Et quand vous êtes dans la solution, au final, peu importe si c'est son erreur, la nôtre, machin, on sera déjà dans une résolution et on sera allé de l'avant. Et en fait, c'est ça qu'il faut. Tout de suite aller de l'avant, laisser sur du positif, aller sur de la satisfaction, avoir marqué la résolution de problème. Et vous verrez, en fait, on a tous été parfois des clients parfois difficiles et je suppose qu'il y a toujours des commerçants, des services qui nous ont agacés. Mais parfois, on est juste, après la résolution, de se dire, bon, j'ai laissé un commentaire négatif, je vais le changer parce que j'estime que c'est juste et que j'ai eu quelqu'un au téléphone qui était efficace et qui a réellement résolu mon problème. Et c'est là où, en fait, toujours penser solution, solution, solution. Merci pour cette réponse très complète. On a une autre question de spectateur anonyme qui nous demande, alors c'est plus spécifique de Conto. Pour une entreprise comme Conto, on parle de quel volume de retour d'avis par jour à gérer? C'est variable. En soi, on va dire que les avis sont... quel avis de retour? Disons qu'on, je sais pas, on peut dire que sur la semaine, au vu aujourd'hui du nombre de clients que nous avons, on a peut-être une centaine d'avis autour de ça qui tombent, sans compter bien évidemment les interactions sur les réseaux sociaux, parce que là, ça démultiplie. Et puis, comme on peut bien évidemment prendre en charge parfois des questions sur notre produit et service, bah, il y a aussi de la volumétrie. Ça sera de toute façon proportionnel à votre volume de clients, à votre exposition médiatique. Plus vous serez sous les projecteurs, plus vous attirerez forcément la curiosité. Partez du principe que dans tous les cas, il y aura toujours une volumétrie proportionnelle à peu près au nombre de clients qui rejoignent votre service, qui passent commande. Ça sera la logique. Et dans tous les cas, ce que disait Shunkai par rapport à suivre et faire des suivis hebdomadaires, mensuels de cette volumétrie, vous permettra après d'avoir une courbe et de pouvoir vraiment voir à chaque fois quelle est cette proportion et est-ce qu'elle reste stable ou pas. D'une certaine manière, de toute façon, on va se le dire, aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère du numérique, bah, plus vous serez présent sur les réseaux sociaux, plus vous ferez des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux, plus derrière, bah, la rançon du succès sera les réactions qui seront proportionnelles. C'est pour ça que quand vous ouvrirez des canaux de communication réseaux sociaux ou des plateformes de notation,
dites-vous que c'est à double tranchant. Ça vous apportera du flux entrant et positif pour votre activité, mais ça laissera aussi place à potentiellement des réactions négatives qu'il faudra bien sûr anticiper, et je dirais même en termes d'équipe, en disant si j'ai X cas par semaine, il faut que j'ai X personnes disponibles pour y répondre. Voilà, grosso modo, c'est compliqué en tout cas de vous donner un chiffre plus précis que ça, parce que ça restera en tout temps variable et en fonction de notre actualité aussi. Ok, et là on a une dernière question. C'était par rapport à ce que tu disais, Chung, quand tu mentionnais le log des reviews négatifs. On a Mathieu qui nous demande si c'est possible d'automatiser ce log. Alors, excellente question. Excellente question. Alors, il sera possible d'automatiser ce log si en fait vous avez des solutions. Alors, vous êtes déjà sur une société qui va déjà penser à des outils externes qui pourront centraliser les retours négatifs et positifs au sein d'une seule et même solution. Donc du coup, alors je m'explique. Il existe des solutions sur le marché qui permettront de centraliser via l'API des plateformes de notation, ou alors scraper tous les résultats sur un site ou sur une seule et même plateforme, ou voilà, donc du coup, qui vont permettre de centraliser le tout dans une plateforme. Et ça va vous permettre de sortir par mots-clés, par sentiment, donc positif ou négatif. Et tout cela va vous permettre de sortir des reportings très fins sur sortir des segments, sortir des personas de clients, donc du coup de façon automatisée, sachant que ces outils sont très avancés et qui vont vous permettre d'analyser des dizaines, des centaines de ratings d'un coup. Ça va vous permettre de sortir en fait quels sont les points durs de votre produit, quels sont les services qui mériteraient une attention toute particulière pour être développés plus loin. Par exemple, chez Conto, on a pas mal de remontées sur notre service d'encaissement de chèques, sur les délais, sur les montants, maximum d'encaissement par mois. Et derrière, ça va vous permettre de pointer du doigt ce qui va vous permettre de susciter plus de satisfaction client. Donc, bien évidemment, il existe sur le marché des façons de loguer automatiquement, donc du coup sans action manuelle, comme je vous ai montré justement sur le log manuel par carte Notion. Et suivant le développement de votre société, vous serez amené à penser à plus d'automatisation, parce que en fait, des actions manuelles, c'est beaucoup de temps, c'est des actions chronophages, et plus vous allez recevoir d'avis, et et plus vous avez besoin de bande passante au niveau de vos effectifs pour traiter l'après de l'avis. Parce qu'en fait, au niveau du geste, changer un avis négatif en un avis positif, il s'agit du geste. Avoir une plateforme de notation avec une belle note nécessite beaucoup plus d'action, justement en amont, sur la collection du nombre d'avis, sur l'automatisation de la collection d'avis positifs. Donc, il y a beaucoup de travail. En fait, ce n'est pas uniquement la gestion des avis négatifs qui va vous permettre d'avoir une courbe positive et une tendance positive sur les plateformes de notation. Donc, en fait, c'est des problématiques sur lesquelles vous devez réfléchir dès lors que un certain nombre, un certain flux d'avis négatifs toutes les semaines tombent. Et vraiment, c'est une priorité de boîte qui va arriver à un moment ou à un autre au niveau de la gestion des avis négatifs. Rapidement, parce que là, on a montré Notion. Ouais. Notion, vous allez pouvoir automatiser des choses, mais vous n'allez pas pouvoir tout automatiser. Pour des raisons justement d'API, vous verrez que Notion n'a pas totalement ouvert toute son API sur tout. Dans tous les cas, effectivement, comme disait Shunkai, il faudra penser, de toute façon, quoi qu'il arrive, à un écosystème global. Je dirais la meilleure solution, ça sera celle qui s'intégrera la plus simplement dans votre écosystème. À savoir, est-ce que vous avez déjà une solution pour gérer le ticketing, les mails, etc. Auquel cas, il faudra réfléchir à une solution qui s'assimilera bien, par exemple, à Zendesk, Intercom, etc., etc. Ou effectivement, vous allez dire, je n'ai pas de ces solutions-là. Aujourd'hui, je traitais un peu, on va dire, sur une boîte mail dédiée. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir des solutions assez étoffées qui vous permettront de faire
à la fois du ticketing, à la fois du log, à la fois du renseignement sur les retours clients et parfois même mettre en synergie les différents services. L'idée, c'est de toute façon de dire ce dont vous aurez besoin et qu'est-ce que vous aurez besoin d'intégrer dans cette même solution-là. Vous allez voir, les offres, elles sont très variables et que parfois même, vous allez avoir des offres sur lesquelles vous allez pouvoir ajouter des blocs en plus en fonction des fonctionnalités que vous viserez. L'automatisation dépendra du coup de ces systèmes-là. Nous, on a choisi quelque chose d'entre deux, mais parce que ça nous permettait d'être sur du no-code. Et ça, c'était important parce que le no-code nous permet du coup de rendre accessible très facilement à n'importe qui, qu'il soit d'une formation tech ou pas, le même schéma. Après, j'ai envie de dire, vous aurez peut-être envie de faire beaucoup mieux que nous et beaucoup plus automatisé. Et ça sera à votre main et en fonction du budget que vous serez prêt à allouer là-dessus. En tout cas, merci. Je pense que on a fait le tour des questions.